Et si le destin d'un pays entier reposait sur les épaules d'un poète? Et si cet homme, intellectuel raffiné et bâtisseur de nations, était aussi l'un des personnages les plus controversés de son temps? C'est l'histoire de Léopold Sédar Senghor, une figure monumentale dont l'ombre plane encore sur le Sénégal, l'Afrique et la francophonie. Préparez-vous à découvrir les multiples facettes de l'homme, du mythe et de ses vérités inattendues. L'histoire de Léopold Sédar Senghor, figure tutélaire de la pensée africaine et homme d'État hors pair, commence sur la côte sénégalaise, dans le paisible village de Joal Fadiouth. C'est là, le 9 octobre 1906, qu'il voit le jour, plongé dès l'enfance dans un univers riche de traditions et de métissage. Joal n'est pas un village comme les autres, c'est un lieu unique, construit en partie sur une île de coquillages, où se côtoient chrétiens et musulmans, pêcheurs et agriculteurs, et où les cultures sérères et wolof s'entremêlent. Cet environnement de coexistence harmonieuse et de diversité culturelle marquera profondément le jeune Léopold, façonnant sa vision du monde et son futur combat pour la civilisation de l'universel. Ses racines sérères sont au cœur de son identité. Les Sérères sont un peuple ancestral du Sénégal, réputé pour sa profonde connexion à la terre, à ses traditions orales et à une spiritualité animiste riche. Son père, Basile Senghor, était un riche commerçant et un cultivateur aisé, propriétaire de vastes troupeaux et de terres. Il représentait la figure du patriarche respecté, un homme d'autorité et de sagesse, ancré dans les valeurs coutumières sérères. Sa mère, Gnila Ndiémé Bakoum, était une figure tout aussi importante. Chrétienne fervente, elle incarnait la douceur, la spiritualité et le sens de l'organisation. C'est elle qui introduira le jeune Léopold aux préceptes de la foi catholique, une religion qu'il embrassera et qui coexistera en lui avec l'héritage spirituel de ses ancêtres sérères. Ce dialogue entre les croyances traditionnelles et la foi chrétienne, vécu dès le berceau, sera une constante dans sa pensée et son œuvre. L'enfance de Senghor à Joal est bercée par les contes et légendes sérères, transmis oralement par les griots et les aînés. Ses récits épiques, ses proverbes sages et ses chants poétiques sont ses premières leçons de littérature et de philosophie. Il grandit au rythme des saisons, des travaux des champs et des célébrations communautaires. Il apprend les mystères de la nature, l'importance des cycles de la vie et la connexion intrinsèque entre l'homme, la terre et le cosmos. Ce rapport sensoriel et spirituel au monde naturel nourrira sa poésie future, empreinte d'images vives et de métaphores tirées de son environnement natal. C'est dans ce cadre qu'il développe une sensibilité aiguë au langage, à la musique des mots et à leur pouvoir d'évocation. Bien que Joal soit un village traditionnel, l'influence coloniale est déjà présente. La famille Senghor, grâce à son aisance, est consciente de l'importance de l'éducation moderne. À l'âge de 7 ans, une étape cruciale de sa vie se déroule. Le jeune Léopold est envoyé à l'école des Pères du Saint-Esprit, à Joal même. Pour un enfant sérère, cette entrée dans le système éducatif colonial marque une rupture, mais aussi une ouverture. C'est là qu'il découvre la langue française, qui deviendra son principal outil d'expression poétique et philosophique. Les missionnaires lui transmettent non seulement les bases du savoir scolaire, mais aussi les fondements de la culture occidentale, ses codes, sa littérature. Ce sera sa première immersion formelle dans cette dualité culturelle qui le définira, ses racines africaines d'un côté et l'apport de la culture européenne de l'autre. Le jeune Senghor se révèle être un élève brillant, doté d'une curiosité insatiable et d'une mémoire prodigieuse. Ses aptitudes intellectuelles le distinguent rapidement. Après Joal, il est envoyé à l'école des Pères du Saint-Esprit à Ngazobil, une institution plus avancée, où il approfondit ses connaissances et développe son esprit critique. Puis, en 1922, il intègre le collège Libermann de Dakar, une prestigieuse institution où l'élite coloniale et les fils des notables sénégalais sont formés. C'est à Dakar qu'il est exposé à un environnement plus urbain et plus diversifié, mais aussi aux réalités et aux tensions de la société coloniale. C'est au collège Libermann, sous l'influence de professeurs éclairés, qu'il prend conscience de l'injustice du système colonial et des stéréotypes qui pèsent sur l'Afrique. Cependant, c'est aussi là qu'il affine son goût pour la littérature classique française, qu'il étudie les poètes et philosophes européens et qu'il commence à entrevoir les ponts possibles entre sa culture d'origine et celle de l'Occident. L'appel des mots est de plus en plus fort. Il se passionne pour la poésie, la rhétorique,
et l'art d'exprimer la complexité des pensées et des émotions à travers le langage. Ce sont les prémices de son parcours de poète, où il cherchera à faire résonner la musicalité de sa langue maternelle, le sérère, dans les vers français. Ces années de formation au Sénégal sont cruciales. Elles ancrent Senghor dans sa culture sérère et sénégalaise, tout en lui offrant les outils intellectuels et linguistiques pour interroger son monde et dialoguer avec d'autres cultures. Le socle de sa pensée, la conviction que la rencontre des civilisations est féconde, se forge dès cette période. Il commence à sentir en lui la mission de défendre l'identité africaine, non pas dans une confrontation stérile, mais dans un dialogue respectueux et enrichissant avec l'universel. Son parcours n'est pas celui d'un déracinement, mais d'une double appartenance qu'il transformera en force. L'enfance à Joal et les premières années d'études au Sénégal sont donc bien plus qu'une simple biographie. Elles sont la matrice d'un futur géant. Elles sont le terreau où germent ses idées sur la négritude, sur la rencontre des cultures et sur la construction d'une nation. Il est l'enfant du terroir qui, armé de sa curiosité et de son talent, se prépare sans le savoir à devenir l'un des intellectuels et hommes d'État les plus marquants du XXe siècle. Après avoir excellé dans les institutions scolaires du Sénégal, le parcours de Léopold Sédar Senghor allait prendre une dimension nouvelle et décisive, celle de l'exil volontaire vers la métropole coloniale. En 1928, le jeune Sérère quitte sa terre natale pour la France, non pas pour l'aventure, mais pour la poursuite d'une excellence académique qui allait le propulser au cœur des débats intellectuels de son temps. C'était le départ de l'enfant noir dans l'empire colonial, une immersion qui le confronterait à la fois à l'apogée de la culture occidentale et aux dures réalités de la discrimination raciale. Son arrivée en France fut une étape marquante. Il intègre d'abord le lycée Louis-le-Grand, à Paris, une institution prestigieuse connue pour préparer aux grandes écoles et universités. Ce passage est crucial. Senghor y rencontre des jeunes esprits brillants venus de toute la France et de l'Empire. C'est là qu'il se lie d'amitié avec des figures qui deviendront des intellectuels et des penseurs majeurs, comme Aimé Césaire de la Martinique et Léon Gontran Damas de la Guyane. Ces rencontres sont fondamentales. Elles marqueront le début d'une complicité intellectuelle et amicale qui allait donner naissance à un mouvement idéologique majeur, la négritude. Au lycée Louis-le-Grand, Senghor s'immerge pleinement dans les études classiques. Il se distingue par son goût prononcé pour la littérature, la poésie, le latin et le grec ancien. Il dévore les œuvres des grands auteurs français et européens, s'appropriant leur langue et leur mode de pensée avec une aisance remarquable. Cette période d'intense apprentissage lui permet non seulement d'acquérir une maîtrise parfaite du français, mais aussi de se forger une solide culture générale qui sera la base de ses futures réflexions. Il est fasciné par la richesse de la langue française, qu'il considérait comme une langue de la grâce, tout en restant conscient qu'elle était aussi l'instrument de la colonisation. C'est après Louis le Grand qu'il accomplit un exploit académique rare pour un Africain de son époque. Il est reçu à l'École normale supérieure, ENS, en 1935, après avoir réussi l'agrégation de grammaire. Devenir le premier agrégé africain en France est une prouesse intellectuelle qui témoigne de son génie et de sa persévérance. L'ENS est alors le creuset de l'élite intellectuelle française, et Senghor y côtoie les futurs penseurs, écrivains et décideurs du pays. Cette réussite académique est une reconnaissance de son immense talent et de sa capacité à maîtriser les codes de la culture dominante. Cependant, cette immersion dans la métropole n'est pas sans heurts. Malgré ses succès académiques, Senghor est constamment confronté aux réalités de l'empire colonial et au racisme ambiant. Être l'enfant noir dans un Paris majoritairement blanc de l'entre-deux-guerres, c'est vivre l'expérience de la différence, du regard parfois condescendant, parfois exotisant. Il ressent la douleur de l'aliénation culturelle, le déracinement des valeurs africaines au profit d'une assimilation forcée. Cette expérience personnelle de la marginalisation et du choc des cultures sera un puissant moteur pour sa réflexion. Il observe les paradoxes de la France, pays des Lumières et des droits de l'homme, mais aussi puissance coloniale qui nie la dignité et la culture des peuples qu'elle domine. Ces années parisiennes sont également marquées par une intense activité intellectuelle et militante. Avec Césaire et Damas, mais aussi d'autres intellectuels noirs de la diaspora, Senghor participe à l'émergence d'une nouvelle conscience. Ils lisent, débattent, publient dans des revues comme L'Étudiant noir,
fondée en 1934. C'est dans ces cercles, nourris par la découverte d'auteurs afro-américains de la Renaissance de Harlem, comme Langston Hughes, et des ethnologues européens qui valorisaient les cultures africaines, que le concept de la négritude commence à prendre forme. La négritude n'est pas qu'un simple concept, c'est un cri, une affirmation. Pour Senghor et ses amis, il s'agit de réhabiliter les valeurs culturelles africaines, de lutter contre l'assimilation et le déni d'identité imposé par la colonisation. C'est une quête de dignité, une revendication de l'être noir dans toute sa richesse. La négritude, pour Senghor, est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, une manière de penser et de ressentir le monde qui se distingue sans s'opposer à d'autres cultures. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'héritage africain et l'apport occidental, une coexistence pacifique et enrichissante. Ces années de formation à Paris sont donc cruciales. Elles sont le creuset où l'intellectuel Senghor se forge, où sa pensée politique et philosophique prend racine. Il quitte le Sénégal en tant qu'élève brillant et revient plus tard en tant qu'agrégé, poète, théoricien de la négritude et futur homme d'État. Le choc de la confrontation avec l'empire colonial, loin de le briser, a renforcé sa détermination à défendre l'identité et la dignité de son peuple, tout en œuvrant pour un dialogue fécond entre les civilisations. C'est à Paris qu'il a compris que la lutte pour l'indépendance ne serait pas seulement politique, mais aussi et surtout culturelle et identitaire. Après les années d'intense formation intellectuelle et l'éclosion de la négritude à Paris, le destin de Léopold Sédar Senghor, comme celui de millions d'hommes, bascule brutalement avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit mondial ne fut pas pour lui une parenthèse, mais une épreuve existentielle et un catalyseur de sa pensée. Le choc de la guerre, l'expérience de la prison et la confrontation directe avec l'absurdité du fanatisme allaient profondément le marquer et consolider sa vision d'un humanisme universel. En 1939, alors qu'il est déjà un intellectuel reconnu et agrégé de grammaire, Senghor est mobilisé dans l'armée française en tant que simple soldat. Cette mobilisation est significative. Elle place l'enfant noir de l'Empire au cœur du combat pour la liberté de la France, une nation qui est aussi sa puissance coloniale. Il est affecté au 31e régiment d'infanterie coloniale. La guerre est une expérience brutale qui le plonge dans la réalité de la violence, de la mort et de la camaraderie forcée entre des hommes de toutes origines. Cette immersion dans l'horreur des tranchées et des combats le confronte à la fragilité de la vie humaine et à l'universalité de la souffrance. Le tournant survient en juin 1940, lors de la débâcle de l'armée française, face à l'avancée rapide des troupes allemandes. Senghor est capturé par la Wehrmacht à la Charité-sur-Loire, en Bourgogne. C'est le début d'une période de captivité qui durera 2 ans, une épreuve difficile qui mettra à l'épreuve sa résilience physique et mentale. Il est interné dans plusieurs camps de prisonniers de guerre en France occupée, notamment à Poitiers et à Amiens. La vie en captivité est rude. La faim, le froid, l'ennui, la promiscuité et la menace constante des exécutions sommaires, surtout pour les soldats noirs. L'expérience de la prison fut particulièrement révélatrice pour Senghor. En tant qu'intellectuel noir, il était doublement vulnérable. Les soldats africains étaient souvent traités avec une brutalité particulière par les nazis, qui les considéraient comme inférieurs. Il témoigne de moments où sa vie ne tenait qu'à un fil, sauvé parfois par la bienveillance inattendue d'un garde, ou par sa capacité à réciter des poèmes allemands de Goethe ou Schiller, surprenant ses geôliers. Cette confrontation directe avec l'idéologie raciste et la barbarie lui fait prendre conscience de la nécessité absolue de défendre la dignité humaine, quelle que soit la couleur de peau ou l'origine. Paradoxalement, cette période de captivité, malgré sa dureté, fut aussi un temps d'intense réflexion et de création. Loin du tumulte de Paris, dans le confinement des camps, Senghor trouva une sorte de liberté intérieure. Il lisait, écrivait et méditait profondément sur le sens de la vie, de la mort, de l'identité et de l'humanité. C'est en prison que nombre de ses poèmes les plus poignants virent le jour, des vers imprégnés de nostalgie pour sa terre africaine, mais aussi d'une compassion universelle pour tous les hommes pris dans la tourmente. Il observait la diversité des prisonniers, des paysans français aux soldats allemands, et y voyait les similarités humaines au-delà des uniformes et des origines. Cette expérience de guerre et de captivité fut une étape cruciale dans ce qu'il appellera plus tard la découverte de l'universel.
Confronté à l'horreur des particularismes exacerbés, le nationalisme, le racisme, il renforce sa conviction que l'humanité est une et indivisible. Il comprend que la négritude, son mouvement de réhabilitation des valeurs africaines, ne doit pas être un repli identitaire, mais une contribution spécifique à une civilisation plus vaste, celle de l'universel. Pour lui, être noir et fier de l'être, ce n'était pas se couper des autres, mais apporter sa couleur, sa musicalité, sa sensibilité au grand concert des nations. Libéré en 1942 pour raisons de santé, Senghor reprend son activité d'enseignant et continue de militer intellectuellement. Il participe à la résistance intellectuelle, même discrètement, et noue des liens avec d'autres penseurs engagés. Cette période post-captivité est marquée par une urgence renouvelée de construire un monde post-guerre fondé sur le respect mutuel des cultures. Il continue d'affirmer la richesse des cultures noires tout en rejetant tout nationalisme ethnique ou racial. Sa vision de la négritude s'affine. Elle est un humanisme intégral, une manière d'embrasser l'autre dans sa différence, de prôner le métissage culturel et spirituel. Le choc de la guerre et l'épreuve de la prison ont ainsi transformé Léopold Sédar Senghor. Ils ont forgé sa pensée politique future, en le convainquant que la paix et le progrès ne peuvent être bâtis que sur la reconnaissance de la diversité culturelle et le dialogue des civilisations. Il ressort de cette période non pas brisé, mais renforcé dans ses convictions, avec une vision plus claire de sa mission, défendre la voix de l'Afrique dans le concert des nations et œuvrer pour un humanisme qui transcende les frontières et les couleurs. Après les épreuves de la guerre et de la captivité, qui avaient ancré en lui la conviction profonde de l'unité de l'humanité, Léopold Sédar Senghor retournait à sa mission intellectuelle avec une clarté renouvelée. C'est durant cette période d'après-guerre que le concept de la négritude, déjà esquissé dans les années 1930 à Paris, allait prendre toute son ampleur philosophique et culturelle, devenant le cri de ralliement d'une Afrique désireuse de réaffirmer son identité et d'apporter sa contribution singulière à la civilisation universelle. Pour Senghor, la négritude n'était pas un repli identitaire ou un racisme inversé. C'était une prise de conscience, une réaction vitale face à des siècles d'aliénation coloniale qui avaient nié les valeurs, l'histoire et la dignité des peuples noirs. Le système colonial avait imposé l'idée d'une infériorité raciale et culturelle de l'Africain, l'incitant à renier ses propres racines pour embrasser, parfois maladroitement, la culture du colonisateur. Face à cette tentative d'assimilation, il devenait impératif pour les intellectuels noirs de réhabiliter leur être profond. Senghor, avec ses compagnons Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, ressentait cette urgence de définir et de célébrer ce qui faisait la spécificité et la grandeur des cultures noires. La négritude, telle que théorisée par Senghor, se distinguait par plusieurs aspects fondamentaux. Tout d'abord, elle était une affirmation des valeurs de civilisation du monde noir. Senghor insistait sur la spécificité de la psychologie africaine qu'il décrivait comme étant fondée sur l'émotion plutôt que sur la raison pure, sur l'intuition plutôt que sur le calcul froid, et sur la participation plutôt que sur la séparation entre le sujet et l'objet. Il voyait dans la culture africaine une harmonie entre l'homme et la nature, une importance primordiale accordée au rythme, à la danse, à la musique et à une oralité riche en symboles et en sagesse. Pour lui, la culture noire n'était pas une absence de civilisation, mais une civilisation différente, avec ses propres codes de beauté, de pensée et de spiritualité. Ensuite, la négritude senghorienne était profondément humaniste et universaliste. Loin d'être un mouvement d'exclusion, elle visait à insérer les valeurs noires dans un grand ensemble qu'il appelait la civilisation de l'universel. Senghor croyait fermement au dialogue des cultures et au métissage culturel. Pour lui, l'Afrique devait apporter sa contribution spécifique à ce grand rendez-vous des civilisations, sans jamais chercher à dominer, mais en enrichissant le patrimoine commun de l'humanité. Sa célèbre formule « l'émotion est nègre, comme la raison est hellène » cherchait à souligner une complémentarité plutôt qu'une opposition, plaidant pour une synthèse féconde entre les apports africains et européens. Il voyait le futur du monde dans cette capacité des peuples à se rencontrer, à échanger leurs richesses culturelles et à créer ensemble un futur commun. L'apport de Senghor à la négritude fut particulièrement marqué par son rôle de poète et de théoricien. Ses recueils de poèmes, comme Chants d'ombre, 1945, Hostie noire, 1948 et Éthiopique, 1956, ne sont pas de simples œuvres littéraires,
ce sont des manifestes de la négritude. Dans ses vers, il célèbre la beauté de l'Afrique, les paysages, les femmes, les traditions, et exprime la nostalgie de la terre natale. Il y rend hommage aux combattants africains tombés pour la France, dénonce l'injustice coloniale, mais chante aussi l'espoir d'un renouveau. Sa poésie est imprégnée de rythmes africains, de sonorités wolofs et sérères, qu'il s'efforce de faire résonner dans la langue française, créant ainsi un style unique et novateur. Il montre comment la langue du colonisateur peut être appropriée et transformée pour exprimer une âme africaine profonde. Au-delà de la poésie, Senghor a écrit de nombreux essais et discours théoriques pour expliquer et défendre la négritude. Ses textes, souvent complexes mais toujours éclairants, ont contribué à structurer la pensée du mouvement. Il dialoguait avec des philosophes, des anthropologues et des penseurs de son temps, confrontant ses idées à d'autres courants intellectuels. Cette démarche rigoureuse a permis à la négritude de dépasser le simple stade d'un mouvement d'artistes pour devenir une véritable philosophie politique et culturelle. La négritude, telle qu'elle fut portée par Senghor, Césaire et Damas, a eu un impact immense. Elle a redonné confiance et dignité au peuple noir, non seulement en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes et la diaspora. Elle a fourni un cadre intellectuel pour la décolonisation à venir, en insistant sur la nécessité de l'émancipation culturelle en parallèle de l'émancipation politique. En affirmant la valeur des cultures africaines, elle a jeté les bases d'une revalorisation du patrimoine ancestral et d'une fierté identitaire indispensable à la construction des nations indépendantes. Cependant, il est important de noter que le concept de négritude, et la vision senghorienne en particulier, n'ont pas été exempts de critiques. Certains, notamment d'autres penseurs africains ou caribéens, comme Frantz Fanon ou Wole Soyinka, lui ont reproché d'être trop essentialiste, de figer l'identité noire dans des catégories qui pouvaient paraître réductrices. D'autres ont critiqué son idéalisme ou sa trop grande ouverture à la culture occidentale, y voyant une forme de complaisance envers l'ancien colonisateur. Malgré ces débats, qui sont inhérents à tout mouvement intellectuel majeur, l'héritage de la négritude reste incontournable pour comprendre les luttes identitaires du XXe siècle et la quête de dignité des peuples noirs. Pour Senghor, décider que l'Afrique devait écrire sa pensée signifiait prendre la plume, théoriser, créer et défendre une vision du monde qui partait de l'expérience noire pour s'ouvrir à l'universel. C'était un acte de souveraineté intellectuelle, un jalon essentiel vers l'autodétermination des peuples africains, non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan de l'esprit. Après avoir brillamment forgé la théorie de la négritude et affirmé l'identité africaine par la poésie et la philosophie, Léopold Sédar Senghor allait s'engager sur un nouveau front, celui de l'arène politique. Cette transition, loin d'être un reniement de ses idéaux intellectuels, fut pour lui une continuation logique de son combat. Il s'agissait désormais de traduire les aspirations de son peuple en actions concrètes, de passer de la théorie à la pratique pour construire une Afrique libre et digne. L'appel de la politique le mena d'abord sur les bancs de l'Assemblée nationale française, puis aux portes du pouvoir, où il devint un député, un ministre et un stratège africain de premier plan. Le retour de Senghor en politique ne fut pas immédiat après la guerre. Il était professeur de grammaire, respecté et influent dans les cercles intellectuels parisiens. Cependant, la période d'après-guerre est marquée par des bouleversements majeurs. La décolonisation commence à poindre à l'horizon, et les colonies africaines obtiennent une plus grande représentation dans les institutions françaises. Pour Senghor, il devenait impératif que les Africains eux-mêmes prennent en main leur destin politique et fassent entendre leur voix. C'est dans ce contexte qu'il est approché par des figures politiques sénégalaises et qu'il accepte de se lancer dans l'aventure électorale. En 1945, il est élu député du Sénégal et de la Mauritanie à la première Assemblée nationale constituante française. C'est un moment historique. Un agrégé noir, poète et philosophe, entre de plain-pied dans l'enceinte du pouvoir législatif de la métropole. Sa stature intellectuelle et son éloquence le distinguent rapidement. Il ne tarde pas à devenir une voix respectée au sein de l'hémicycle, défendant avec passion les intérêts des peuples africains. Son rôle de député n'est pas seulement symbolique. Il participe activement au débat sur l'Union française, la citoyenneté et les droits des colonisés.
il se bat pour l'égalité des droits et pour une évolution progressive vers l'autonomie, voire l'indépendance des territoires africains. Son action politique est marquée par une approche pragmatique et visionnaire. Il est membre de différentes commissions parlementaires et intervient sur des sujets cruciaux pour l'Afrique. Sa connaissance approfondie de la culture française lui permet de naviguer habilement dans les couloirs du pouvoir, d'établir des ponts et de défendre ses positions avec subtilité et force. Il est conscient que la décolonisation est un processus complexe qui nécessite à la fois fermeté et diplomatie. L'ascension politique de Senghor se poursuit avec sa nomination comme secrétaire d'État à la présidence du Conseil du gouvernement français en 1955, puis comme ministre conseiller en 1959. Ses postes ministériels au sein des gouvernements français lui donnent une influence directe sur les décisions concernant l'Afrique. Il utilise cette position pour plaider en faveur de l'émancipation progressive des colonies et pour une coopération équitable entre la France et les futurs États africains indépendants. Il est un acteur clé dans les négociations menant à l'autonomie, puis à l'indépendance. Il croit en un partenariat mutuellement respectueux, rejetant à la fois l'assimilation totale et la rupture brutale. En parallèle de son rôle au sein des institutions françaises, Senghor s'impose comme un stratège africain majeur. Il est un fervent promoteur de l'unité africaine, convaincu que la force des nouvelles nations résidera dans leur capacité à s'unir et à former de grands ensembles. Il est l'un des principaux artisans de la Fédération du Mali, une entité qui regroupait le Sénégal et le Soudan français, actuel Mali, et qui visait à créer un État fédéral fort. Bien que cette fédération ait été de courte durée, 1959-1960, elle témoigne de sa vision panafricaniste et de son désir de dépasser les frontières coloniales arbitraires. Il participe activement aux conférences et aux rencontres des leaders africains, œuvrant pour une voix africaine unie sur la scène internationale. Sa pensée politique est indissociable de sa philosophie de la négritude. Pour Senghor, la politique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser les aspirations culturelles et identitaires de son peuple. Il défend un socialisme africain, inspiré des valeurs communautaires traditionnelles, mais ouvert aux apports extérieurs. Il rejette le marxisme dogmatique, lui préférant un modèle adapté aux réalités africaines, axé sur la solidarité et la dignité humaine. Il prône un développement endogène, basé sur les ressources et les cultures locales, mais aussi ouvert à la technologie et au savoir du monde. Cette période d'engagement politique, de député à ministre et de stratège africain, fut décisive. Elle permit à Senghor de passer de la théorie à l'action, de défendre ses idéaux dans les centres de décision et de préparer le terrain pour l'indépendance de son pays. Il s'imposa comme un négociateur habile, un visionnaire capable de projeter l'Afrique dans l'avenir, et un leader dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières du Sénégal. C'était l'ultime étape avant de prendre les rênes de son propre pays et de le guider vers son destin de nation souveraine. L'année 1960 fut une année charnière pour le continent africain, marquant l'apogée des indépendances. Pour le Sénégal, cette année fut celle de l'avènement d'une nouvelle ère, et c'est Léopold Sédar Senghor qui fut désigné pour en écrire les premières pages en tant que premier président de la République. Ce fut l'aboutissement d'un long parcours personnel, intellectuel et politique, transformant le poète agrégé en bâtisseur de nations. Après l'échec de la Fédération du Mali, qui visait à unir le Sénégal et le Soudan français, le Sénégal choisit sa propre voie vers la pleine souveraineté. Le 20 août 1960, le pays proclame officiellement son indépendance. Ce jour historique marqua la fin de près de 3 siècles de présence coloniale française et l'aube d'une nouvelle ère de liberté et d'autodétermination. Senghor, fort de son charisme, de son intelligence et de son expérience politique à Paris, était le choix naturel et unanime pour diriger cette jeune nation. Son engagement pour le panafricanisme, sa vision d'un socialisme africain et sa stature internationale faisaient de lui le leader idéal pour guider le Sénégal sur la scène mondiale. L'inauguration de Senghor en tant que premier président n'était pas seulement un acte politique, c'était un symbole puissant. Il incarnait la fusion de l'héritage africain et de la modernité occidentale, un pont vivant entre les cultures. Sa présidence fut d'emblée placée sous le signe de l'unité nationale et de la construction institutionnelle. Le jeune Sénégal était un pays diversifié,
avec de multiples ethnies, langues et religions. La tâche principale du président Senghor fut de forger une identité nationale commune, de souder les différentes composantes du peuple sénégalais autour d'un projet de société partagée. Il mit l'accent sur le dialogue interreligieux et interculturel, prônant la tolérance et la coexistence pacifique. Dès les premières années de son mandat, 1960-1980, Senghor s'attacha à jeter les bases d'un État moderne et démocratique. Il mit en place des institutions républicaines solides, inspirées du modèle français, mais adaptées aux réalités sénégalaises. La rédaction d'une constitution, la mise en place d'un système judiciaire, la structuration de l'administration publique et l'organisation d'élections furent des étapes cruciales pour garantir la stabilité et la légitimité du nouveau régime. Sa gouvernance fut caractérisée par une recherche constante d'équilibre, un mélange de rigueur intellectuelle et de pragmatisme politique. Sur le plan économique, Senghor prôna un modèle de socialisme africain. Il rejeta les dogmatismes étrangers, qu'ils soient capitalistes ou marxistes, pour privilégier une voie propre au Sénégal, s'inspirant des valeurs communautaires traditionnelles africaines, entraide, solidarité, tout en s'ouvrant aux outils de la planification économique moderne. Il lança de grands chantiers de développement, axés notamment sur l'agriculture, avec une attention particulière portée à l'arachide, pilier de l'économie, l'éducation et la santé. Sa politique visait à réduire les inégalités sociales et à garantir un accès équitable aux services de base pour tous les citoyens. Cependant, les premières années de l'indépendance ne furent pas sans défis. En 1962, le Sénégal connut une crise politique majeure qui opposa le président Senghor à son premier ministre, Mamadou Dia. Cette confrontation, qui mena à l'arrestation et à l'emprisonnement de Dia, fut un moment critique pour la jeune démocratie sénégalaise. Senghor en sortit renforcé, mais cet épisode marqua une période de consolidation du pouvoir présidentiel et de mise en place d'un régime plus centralisé. Il s'agissait, selon ses partisans, d'assurer la stabilité d'une nation naissante face aux menaces de division et d'ingérence. Au-delà des frontières, Senghor s'imposa rapidement comme un visionnaire africain et une voix respectée sur la scène internationale. Il fut un fervent défenseur du panafricanisme, militant pour l'unité du continent africain. Il fut l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, œuvrant sans relâche pour la coopération et la solidarité entre les États africains. Il voyait l'Afrique comme une force unie, capable de peser sur les affaires mondiales et de défendre ses propres intérêts. Il fut également un ardent promoteur de la francophonie, non pas comme un instrument de néocolonialisme, mais comme un espace de dialogue et d'échange culturel entre les nations partageant la langue française. Pour lui, la francophonie était une opportunité pour l'Afrique de rayonner et de contribuer au patrimoine culturel mondial. Cette vision lui conféra une stature unique, le positionnant comme un leader intellectuel et un diplomate hors pair, capable de dialoguer avec les plus grandes puissances mondiales tout en portant la voix de son continent. Sa présidence fut donc une période de fondation et de consolidation. Senghor a guidé le Sénégal à travers les turbulences de la décolonisation et les défis de la construction nationale, enracinant le pays dans la démocratie et en le positionnant comme un acteur respecté sur la scène internationale. Il a mis la nation en marche, avec une vision claire et une détermination sans faille, marquant de son empreinte indélébile l'histoire politique du Sénégal et de l'Afrique. Les 2 décennies durant lesquelles Léopold Sédar Senghor a présidé aux destinées du Sénégal, 1960-1980, furent des années de consolidation et de défis. Son mandat fut marqué par une volonté constante de bâtir une nation solide, ancrée dans ses valeurs africaines, tout en étant ouverte au monde. Il a mis l'accent sur l'éducation, la culture et l'unité nationale, mais son pouvoir, bien que souvent salué, a également suscité son lot de critiques. L'éducation fut l'une des priorités absolues de Senghor. En tant qu'intellectuel et agrégé, il était profondément convaincu que le développement d'une nation passait nécessairement par l'investissement dans le capital humain. Dès l'indépendance, des efforts considérables furent déployés pour étendre le système éducatif. De nombreuses écoles primaires et secondaires furent construites et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, héritage de l'Institut des hautes études de Dakar, fut renforcée et modernisée pour former les élites et les cadres nécessaires au développement du pays.
Senghor voyait l'éducation comme un moyen d'émancipation individuelle et collective, capable de préparer les jeunes Sénégalais aux défis du monde moderne, tout en les enracinant dans leur propre culture. Il a aussi encouragé la recherche et la diffusion du savoir, créant un environnement propice à l'épanouissement intellectuel. La culture était pour Senghor le fondement même de l'identité nationale et le moteur de la civilisation de l'universel. Il a mis en œuvre une politique culturelle ambitieuse, faisant du Sénégal un véritable phare artistique et intellectuel en Afrique de l'Ouest. Le pays a accueilli des événements majeurs, dont le mémorable premier Festival mondial des arts nègres en 1966, qui a réuni à Dakar des artistes, écrivains et penseurs noirs du monde entier. Cet événement fut une démonstration éclatante de la vitalité des cultures africaines et de la diaspora. Senghor a également créé des institutions culturelles, des musées, comme le musée Théodore Monod d'art africain, des théâtres et des maisons d'édition. Il a encouragé la recherche sur les langues nationales et les traditions orales, promouvant l'enseignement bilingue et la valorisation du patrimoine immatériel. Sa propre œuvre poétique et philosophique a servi de modèle et d'inspiration pour de nombreux artistes sénégalais et africains. L'unité nationale est restée une quête constante tout au long de sa présidence. Issu lui-même d'un métissage culturel, sérère et catholique dans un pays majoritairement wolof et musulman, Senghor a toujours œuvré pour la cohésion sociale et la tolérance interreligieuse et interethnique. Il a cherché à bâtir une identité sénégalaise forte, basée sur le dialogue et la reconnaissance des spécificités de chaque communauté. Sa stature de poète-président, capable de s'adresser à tous avec éloquence et sagesse, a grandement contribué à maintenir la paix sociale dans un pays multiculturel. Cependant, les années de pouvoir de Senghor n'ont pas été exemptes de critiques. Sa présidence, bien que louée pour sa stabilité et son leadership éclairé, a été perçue par certains comme tendant vers une forme d'autoritarisme. La crise de 1962 avec Mamadou Dia, son ancien Premier ministre, fut un moment charnière qui aboutit à l'emprisonnement de ce dernier et à une concentration accrue des pouvoirs entre les mains du président. Le système politique, bien que formellement démocratique, a fonctionné pendant une longue période sur le mode du parti unique, l'Union progressiste sénégalaise, puis le Parti socialiste, ce qui a limité l'expression de l'opposition et la pluralité des voix. Des critiques ont également émergé concernant sa politique économique. Bien que Senghor ait prôné un socialisme africain, certains lui ont reproché un certain manque de dynamisme économique et une dépendance persistante vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. La persistance de problèmes sociaux comme le chômage, notamment chez les jeunes, et la pauvreté dans certaines zones rurales furent des points de friction. Des voix se sont élevées pour dénoncer une croissance économique insuffisante et une diversification tardive de l'économie, trop axée sur l'agriculture d'exportation comme l'arachide. Sur le plan de la négritude et de son rapport à l'Occident, Senghor fut également la cible d'attaques. Certains intellectuels africains le jugèrent trop conciliant avec la culture occidentale et pas assez radical dans son affirmation de l'identité africaine post-coloniale. Des figures comme Cheikh Anta Diop, bien que respectueuses de Senghor, défendaient une vision plus afrocentriste de l'histoire et de la culture africaine, parfois en désaccord avec la synthèse senghorienne de la civilisation de l'universel. Ces débats intellectuels ont enrichi la pensée africaine, mais ont aussi mis en lumière les différentes approches face à l'héritage colonial et à la construction identitaire. Malgré ces critiques, l'héritage global des années de pouvoir de Senghor reste largement positif pour le Sénégal. Il a réussi à maintenir la paix et la stabilité dans un contexte régional souvent turbulent. Il a doté le pays d'institutions solides, d'un système éducatif développé et d'une politique culturelle rayonnante. Sa vision d'une Afrique ouverte, dialogante et contributrice à l'universel a marqué durablement la diplomatie sénégalaise et sa place sur la scène internationale. Il a posé les jalons d'un État moderne, démocratique et ancré dans sa culture, un legs dont le Sénégal bénéficie encore aujourd'hui. Malgré son statut de père fondateur et sa reconnaissance internationale, Léopold Sédar Senghor n'a jamais été à l'abri des critiques. Bien au contraire, son long règne, ses choix idéologiques et politiques, et même sa pensée philosophique ont fait l'objet de contestations vives, tant de son vivant qu'après sa mort. Ces critiques, parfois acerbes, ont contribué à nuancer l'image du poète président,
révélant les tensions et les divergences d'opinion qui ont traversé et continuent de traverser la société sénégalaise et la pensée africaine. L'une des principales sources de critique concernait le modèle politique qu'il a progressivement mis en place. Si Senghor était un démocrate convaincu dans ses écrits et ses intentions, la réalité politique de son régime a souvent été perçue comme un glissement vers l'autoritarisme. La crise de 1962, avec son premier ministre Mamadou Dia, en est l'illustration la plus frappante. L'arrestation et l'emprisonnement de Dia, figure charismatique et partisan d'une voie plus radicale pour le développement du Sénégal, ont été interprétés par beaucoup comme une élimination de l'opposition et une centralisation excessive du pouvoir présidentiel. Par la suite, le régime du parti unique, Union progressiste sénégalaise, puis Parti socialiste, bien que tempéré par une façade démocratique et l'existence d'un multipartisme limité à partir de 1974, a étouffé les voix dissidentes et a limité les libertés politiques pendant une longue période. Les opposants ont souvent dénoncé un manque de pluralisme réel et une personnalisation du pouvoir. Sur le plan économique, Senghor a également été la cible d'attaque. Son socialisme africain, conçu pour allier les valeurs communautaires traditionnelles et une planification moderne, n'a pas toujours produit les résultats escomptés. Des voix critiques ont reproché à sa politique de maintenir le Sénégal dans une dépendance structurelle vis-à-vis de la France et des anciennes puissances coloniales. L'économie, fortement axée sur l'agriculture, notamment l'arachide, n'a pas suffisamment diversifié ses bases, rendant le pays vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux et aux aléas climatiques. Les problèmes de pauvreté persistante, de chômage, particulièrement chez les jeunes, et la lenteur du développement industriel ont été des arguments souvent avancés par ses détracteurs pour pointer les limites de sa politique économique. Certains ont qualifié son approche de trop prudente ou timide face aux défis de l'indépendance économique. La négritude, son concept philosophique majeur, a elle aussi fait l'objet de vifs débats et de critiques. Bien qu'elle ait été un cri de ralliement pour la dignité noire, certains intellectuels africains et afrodescendants l'ont jugée trop essentialiste, la trouvant réductrice en définissant l'identité noire par des traits jugés fixes, l'émotion, le rythme. Des figures comme Frantz Fanon y voyaient une forme de racisme antiraciste qui finissait par enfermer l'homme noir dans des catégories. Plus incisivement, le Nigérian Wole Soyinka aurait lancé que « le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit ». Cette phrase emblématique dénonçait l'idée qu'il faille théoriser la négritude, suggérant que l'affirmation de soi devrait être une évidence dans l'action. D'autres critiques ont pointé ce qu'elles considéraient comme une excessive francophilie de Senghor, une trop grande proximité avec la culture et la langue française. Ses détracteurs estimaient que, malgré ses efforts pour valoriser les cultures africaines, il n'avait pas suffisamment rompu avec le modèle colonial et avait privilégié le français au détriment des langues nationales africaines. Même après sa mort, les critiques persistent et évoluent. La génération post-Senghor, souvent plus radicale et désenchantée par les promesses non tenues de l'indépendance, examine son héritage à travers le prisme des défis actuels. Certains jeunes intellectuels et activistes reprochent à Senghor et à sa génération de n'avoir pas suffisamment décolonisé les esprits et les systèmes, d'avoir maintenu des liens trop forts avec l'ancienne puissance coloniale, ce qui aurait, selon eux, freiné une véritable souveraineté africaine. Ils remettent en question la pertinence d'une négritude jugée trop poétique face aux réalités économiques et sociales brutes. On lui reproche parfois d'avoir jeté les bases d'un système politique qui, après lui, a pu glisser vers des dérives, ou de n'avoir pas anticipé la profondeur des enjeux liés à la gouvernance post-coloniale. Cependant, il est important de noter que ces critiques font partie du processus normal d'évaluation d'une figure historique complexe. Les débats autour de Senghor témoignent de la richesse de sa pensée et de l'ampleur de son impact. Loin d'annuler sa grandeur, ces contestations soulignent les dilemmes et les contradictions inhérents à la construction d'un État post-colonial et à la quête d'identité dans un monde globalisé. Elles invitent à une lecture nuancée de son parcours, reconnaissant ses réalisations indéniables tout en admettant les limites et les défis auxquels il a été confronté. Après 20 années passées à la tête du Sénégal, un laps de temps considérable dans l'histoire des nations africaines, post-indépendance, Léopold Sédar Senghor a opéré un geste politique d'une portée rare,
La transmission du flambeau. En décembre 1980, il démissionne de ses fonctions de président de la République, un départ volontaire, sans coup d'État ni pression externe majeure, marquant un tournant pacifique et exemplaire dans l'histoire politique du continent. Ce fut un acte politique audacieux, presque inattendu pour l'époque, qui réaffirmait ses convictions démocratiques et sa vision d'un État stable et institutionnalisé. Cette décision, annoncée en son temps, a surpris bon nombre d'observateurs, tant au Sénégal qu'à l'étranger. À une époque où la plupart des leaders africains s'accrochaient au pouvoir, souvent jusqu'à leur mort ou leur renversement, le choix de Senghor de se retirer était un geste novateur et courageux. Il avait dirigé le pays pendant 2 décennies, gérant les défis de la construction nationale, les crises politiques internes comme celle avec Mamadou Dia en 1962 et les pressions économiques. Il avait solidifié les institutions, mis en place une administration et donné au Sénégal une voix respectée sur la scène internationale. Son pouvoir était fermement établi et rien ne le contraignait à partir. Plusieurs facteurs ont probablement motivé cette décision. D'abord, la conviction profonde de Senghor en la démocratie et l'alternance politique. Malgré la concentration des pouvoirs qui avait caractérisé une partie de sa présidence, il était un intellectuel épris des idéaux républicains. Il avait toujours prôné le respect des institutions et la légalité. En se retirant de son plein gré, il souhaitait donner l'exemple, prouver qu'un leader africain pouvait organiser sa propre succession dans la paix et la continuité institutionnelle, sans les convulsions souvent associées aux transitions de pouvoir sur le continent. Il voulait éviter la personnalisation excessive du pouvoir et ancrer le Sénégal dans une tradition démocratique durable. Ensuite, sa santé, bien que discrète sur le sujet, commençait à décliner. L'usure du pouvoir, les responsabilités écrasantes et l'âge avancé, il avait 74 ans en 1980, commençaient à se faire sentir. Le poète-président, qui avait toujours valorisé l'équilibre et la sagesse, était conscient de ses limites physiques et de la nécessité de laisser la place à une nouvelle génération, plus jeune et plus apte à relever les défis émergents. Enfin, et c'est un point essentiel, la préparation de sa succession avait été méticuleusement orchestrée. Senghor avait pris soin de désigner et de former son successeur en la personne d'Abdou Diouf, qui était son premier ministre depuis 1970. Diouf était un technocrate compétent, un homme d'État discret et loyal, qui avait gravi les échelons de l'administration sénégalaise. Cette préparation assurait une continuité dans la gouvernance et minimisait les risques d'instabilité. La transmission du flambeau ne fut pas un saut dans l'inconnu, mais un passage de relais réfléchi et planifié. Le jour de son départ, le 1er janvier 1981, Abdou Diouf lui succède conformément aux dispositions constitutionnelles, devenant le 2e président du Sénégal. Ce fut une transition sans bruit, sans tumulte, un modèle de passation de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Cet acte de maturité politique a renforcé la réputation démocratique du Sénégal sur la scène internationale et a établi un précédent important. Le pays, souvent cité comme un exemple de stabilité, doit en grande partie cette réputation à la clairvoyance et à la sagesse de son premier président. Après son retrait de la vie politique active, Senghor ne se retira pas complètement dans l'anonymat. Il entama ce qu'il a lui-même appelé sa 2e vie, une vie dédiée à la réflexion, à l'écriture et à la diplomatie culturelle. Il continua de voyager, de donner des conférences et de s'engager pour les causes qui lui tenaient à cœur, la francophonie, le dialogue des cultures et la promotion de la négritude. Son prestige international ne fit que croître après son départ du pouvoir. Il devint une sorte de sage de l'Afrique, un conseiller respecté et une voix morale écoutée. La transmission du flambeau par Senghor fut plus qu'un simple changement de leadership. Ce fut un acte fondateur pour la démocratie sénégalaise. Il a démontré que l'alternance pacifique était possible, même dans des contextes complexes. Son geste a légué au Sénégal une culture politique de stabilité et de respect des institutions, une rareté précieuse sur le continent. C'est ainsi qu'il a non seulement présidé à la naissance de sa nation, mais a aussi assuré sa pérennité en préparant son avenir avec sagesse et humilité. Après son retrait volontaire de la présidence du Sénégal en 1980, Léopold Sédar Senghor n'a pas disparu de la scène publique. Au contraire, il a entamé ce qu'il a lui-même qualifié de 2e vie, une existence désormais consacrée entièrement à la réflexion, à l'écriture et au rayonnement de ses idées.
Cette période, majoritairement vécue en France, fut celle où le poète a définitivement pris le pas sur l'homme politique, culminant avec son entrée prestigieuse à l'Académie française, consolidant ainsi son statut d'icône intellectuelle planétaire. Libéré des contraintes et des lourdes responsabilités du pouvoir, Senghor a retrouvé le temps et la sérénité nécessaires pour se replonger dans ses passions premières, la poésie, la philosophie et la promotion du dialogue des cultures. Il s'est partagé entre sa résidence en Normandie, où il trouvait la quiétude pour écrire, et ses engagements internationaux. Sa retraite politique fut en réalité une nouvelle ère d'activité intellectuelle intense. Il continuait de donner des conférences aux quatre coins du monde, invité par des universités, des institutions culturelles et des organisations internationales, désireuses d'entendre la sagesse de cet ancien chef d'État, devenu sage de l'Afrique. C'est dans ce contexte que survient un événement majeur qui consacre son œuvre littéraire et intellectuelle. Son élection à l'Académie française le 2 juin 1983. Il occupe le fauteuil numéro 16, succédant à Antoine de Lévy-Mirepoix. Cette élection est historique à plusieurs titres. Léopold Sédar Senghor est le premier Africain et le premier Noir à être admis sous la coupole, parmi les immortels qui veillent sur la langue française. C'était une reconnaissance éclatante de son génie poétique, de sa maîtrise inégalée de la langue de Molière et de sa contribution exceptionnelle à la littérature francophone. Son discours de réception prononcé en mars 1984 fut un moment mémorable, où il a réaffirmé sa vision de la civilisation de l'universel et du rôle de l'Afrique dans le concert des cultures. Son statut d'académicien ne fut pas honorifique. Il fut actif au sein de l'institution, participant aux séances, aux débats sur la langue et aux travaux de l'Académie. Il y apporta sa perspective unique, celle d'un homme ayant vécu et pensé entre deux cultures, enrichissant ainsi les discussions sur la francophonie et le rôle du français dans le monde. Il était le symbole vivant de la capacité du français à être une langue d'expression pour des cultures diverses, loin de toute hégémonie. Au cours de cette deuxième vie, Senghor a également continué à affiner sa pensée sur la négritude, répondant aux critiques et clarifiant ses positions. Il a insisté sur le caractère dynamique et évolutif de la négritude, la présentant comme une force créatrice au service d'un humanisme intégral. Il a publié de nouveaux essais et discours, prolongeant ses réflexions sur les défis de l'Afrique, les relations nord-sud et la nécessité d'un dialogue constant entre les civilisations. Ses œuvres de cette période sont empreintes d'une sérénité et d'une profondeur accrue, fruit d'une vie bien remplie et d'une méditation continue. Il est aussi resté une figure influente dans les relations internationales, même sans les responsabilités officielles d'un chef d'État. Son prestige personnel et son réseau d'amitié forgé au fil des décennies lui ont permis de continuer à agir comme un ambassadeur de l'Afrique et de la francophonie. Il a été sollicité pour des missions diplomatiques discrètes, a participé à des forums internationaux et a continué à plaider pour un développement plus juste et plus équitable pour le continent africain. Les dernières années de sa vie furent marquées par un grand calme, malgré le poids des ans. Entouré de sa famille, il passait ses jours entre la lecture, l'écriture et les visites de personnalités désireuses de le consulter. Son esprit restait vif, sa mémoire intacte et sa capacité à analyser les enjeux du monde demeurait impressionnante. La deuxième vie de Senghor en France, en tant que poète et académicien, fut la consécration ultime de son parcours intellectuel. Elle a permis de rappeler au monde que l'Afrique n'était pas seulement un continent de défis politiques ou économiques, mais aussi un berceau de pensée, de poésie et de philosophie. Il est devenu le passeur par excellence, celui qui a montré que les ponts entre les cultures sont possibles et enrichissants. Son statut d'immortel de l'Académie française est le témoignage éternel de sa contribution inestimable à la langue française et à la littérature universelle. Le 20 décembre 2001, à l'âge vénérable de 95 ans, Léopold Sédar Senghor a tiré sa révérence à Versonne, en Normandie. Sa disparition a marqué la fin d'un siècle d'une vie extraordinaire, celle d'un homme qui fut tour à tour poète, philosophe, résistant, homme d'État et académicien. Bien que son corps ait été inhumé dans sa terre natale du Sénégal, c'est son esprit, sa pensée et son œuvre qui continuent de vivre, laissant un héritage immense et indélébile à l'Afrique et au monde entier. La nouvelle de son décès a provoqué une onde d'émotion bien au-delà des frontières sénégalaises. Les hommages ont afflué du monde entier,
saluant l'homme d'exception, le bâtisseur de nations et le chantre de la négritude. Au Sénégal, son pays lui a rendu un vibrant hommage national, reconnaissant en lui le père fondateur de la nation et un guide spirituel. Ses funérailles ont été un moment de recueillement et de célébration de son héritage, unissant le peuple sénégalais dans une gratitude collective. L'héritage de Senghor pour l'Afrique est multiforme. En tant que premier président du Sénégal, il a doté son pays d'institutions démocratiques solides, assurant une stabilité politique rare sur le continent. Son départ volontaire du pouvoir en 1980 a établi un précédent démocratique fondamental, prouvant que l'alternance pacifique était possible en Afrique. Ce geste a contribué à forger la réputation du Sénégal comme une démocratie stable et résiliente. Au-delà des institutions, il a œuvré pour l'unité nationale, favorisant le dialogue entre les ethnies et les religions, et a posé les bases d'un développement endogène, inspiré par un socialisme africain adapté aux réalités locales. Il a mis l'éducation et la culture au cœur de la construction nationale, voyant en elles les piliers d'une véritable émancipation. Sa vision du panafricanisme reste une source d'inspiration. Senghor a toujours milité pour une Afrique unie, forte et respectée sur la scène internationale. Il fut l'un des architectes des premières organisations panafricaines, convaincu que la solidarité et la coopération étaient essentielles pour le développement et l'autonomie du continent. Pour le monde, l'héritage de Senghor réside principalement dans sa pensée philosophique et poétique. La négritude, son concept phare, a révolutionné la perception des cultures noires. Loin d'être un repli identitaire, elle est une affirmation des valeurs de civilisation du monde noir, une contribution spécifique à la civilisation de l'universel. Senghor a démontré que l'Afrique n'était pas un continent sans histoire ni pensée, mais un acteur majeur capable d'enrichir le patrimoine commun de l'humanité. Son œuvre poétique, marquée par la fusion des rythmes africains et de la langue française, a ouvert de nouvelles voies à la littérature francophone et à la poésie mondiale. Il a prouvé que la langue du colonisateur pouvait être sublimée pour exprimer l'âme d'un peuple. Sa présence à l'Académie française symbolise cette passerelle entre les cultures. Il a incarné le dialogue, le métissage et la fécondité des rencontres entre les civilisations. Son humanisme profond, sa tolérance et sa quête constante d'harmonie résonnent encore aujourd'hui dans un monde souvent déchiré par les particularismes. Il a laissé en héritage une philosophie de la complémentarité, où chaque culture est une couleur nécessaire à la richesse du prisme humain. Aujourd'hui, l'œuvre et la figure de Senghor sont toujours étudiées, débattues et célébrées. Ses poèmes sont enseignés dans les écoles, ses essais analysés dans les universités, et ses discours inspirent les nouvelles générations de leaders et d'intellectuels. Il est un rappel constant que l'identité, la culture et la politique sont intimement liées et que le leadership peut être exercé avec sagesse, vision et élégance. Léopold Sédar Senghor, le poète président de Joal, a achevé son voyage terrestre, mais sa voix, celle du chantre de la négritude et du bâtisseur de nations, continue de résonner, un écho éternel qui unit l'Afrique et le monde dans une même quête d'humanité et d'universel. Son héritage est un appel vibrant au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la construction d'un monde où chaque civilisation apporte sa pierre à l'édifice commun. Après ce voyage fascinant à travers la vie et l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, nous espérons que vous avez découvert la profondeur et la complexité de cet homme exceptionnel. Du petit village de Joal aux plus hautes sphères du pouvoir et de la pensée, Senghor a incarné un pont entre les mondes, un bâtisseur de nations, un poète universel et une figure dont l'héritage continue d'éclairer les débats contemporains sur l'identité, la culture et le développement. Son parcours, riche en défis et en triomphes, nous rappelle la force de l'intellect et la puissance de la vision. Si l'histoire de Senghor vous a inspiré, si la richesse de la culture sénégalaise et les destins hors du commun vous passionnent, alors rejoignez-nous pour de nouvelles explorations. Votre engagement nous permet de continuer à mettre en lumière ces figures emblématiques qui ont façonné et continuent de façonner notre monde. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires de héros, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Activez la petite cloche pour être notifié de nos nouvelles publications et faire partie de notre communauté grandissante. Votre soutien est essentiel et nous encourage à poursuivre notre mission de partage et de découverte.